De tout temps, certains artistes ont entretenu des liens avec la culture populaire, notamment à travers la représentation de la vie paysanne. Que l'on pense par exemple à Peter Bruegel au XVIe siècle ou à Gustave Courbet au XIXe. À partir des années 1870, l'impressionnisme et ses prolongements témoignent d'une forte attention donnée aux conditions de la vie moderne, notamment celles des classes les plus modestes. Dès le début du XXe siècle, la présence de fragments de pages de journaux ou de prospectus publicitaires dans les collages et les papiers collés cubistes signale l'intrusion physique, réelle, du quotidien parmi les matériaux traditionnels des artistes. Deux mouvements artistiques du début du XXe siècle, le dadaïsme et le surréalisme, amplifieront encore grandement cette tendance à intégrer des éléments ordinaires dans les œuvres. Un tableau tel que Composition à la main et au chapeau de Fernand Léger, en 1927, joue déjà avec des éléments que l'on retrouvera plus tard dans le pop art. Des objets manufacturés, ici chapeaux, cuillères, bouteilles, répétés de façon non hiérarchique, et aussi des aplats de couleurs combinés à un noir très présent. On retrouve des caractéristiques similaires à la même époque chez des peintres américains tels que Stuart Davis ou Gerald Murphy. La question de l'art savant ou de l'art populaire est donc très ancienne, mais c'est véritablement avec le pop art que le débat est relancé après la Seconde Guerre mondiale. Plus que n'importe quel autre mouvement avant lui, le pop art utilise des formes d'origine populaire, industrielle et commerciale. Le pop art est un mouvement étroitement lié à la croissance économique du monde occidental après la Seconde Guerre mondiale. Dans cette période, les traumatismes et les privations laissent place à une frénésie commerciale et à une production d'images en masse. Le pop art se singularise alors par trois aspects. C'est un art urbain, d'inspiration industrielle et voué au culte du présent. Il est urbain parce que le public qu'il vise est en majorité celui des grandes métropoles en développement constant. Il est d'inspiration industrielle dans la mesure où son répertoire est celui des marchandises produites en masse et des médias qui se développent durant la seconde moitié du XXe siècle. La presse à grand tirage, la radio, la télévision, qui toutes ont en commun une même dépendance envers la publicité. On retrouve ainsi dans les œuvres pop une palette de couleurs vives issues de ces médias. Enfin, le pop art est voué au culte du présent, car il est indifférent à l'histoire, même récente. Il est de plus profondément laïque, ce qu'il distingue de ce qu'on appelle les arts et traditions populaires, du folklore, souvent liés aux religions. Le pop art est donc un culte du présent, sans regard en arrière, ni désir plus ou moins mélancolique pour une époque révolue ou à venir, sur la terre comme au ciel. Les débuts du pop art s'accompagnent d'un paradoxe. Ce n'est pas aux États-Unis qu'il naît, mais en Grande-Bretagne, où l'on voit apparaître les premiers signes identifiables de cette nouvelle esthétique. Un décollage de l'artiste écossais Edoardo Paolozzi, daté de 1947, « I was a rich man's plaything », « J'étais le jouet d'un homme riche », est la première œuvre où figure le mot « pop », lequel restitue en l'occurrence le bruit d'un coup de pistolet. Une pin-up, un avion et une bouteille de Coca-Cola flanquée du slogan publicitaire de la marque complètent entre autres éléments cette composition qui semble prédire le futur décor du pop art. Le titre accentue l'ironie de ce tableau. « J'étais le jouet d'un homme riche » prend postérieurement une signification supplémentaire, puisque ce sont essentiellement des collectionneurs fortunés qui possèdent désormais des œuvres pop. Dans un autre collage de 1948, « Meet the People », « Rencontrer les gens » ou « Rencontrer le peuple », Paolozzi conjugue le cinéma hollywoodien en utilisant une photographie en couleur de l'actrice Lucille Ball, accolée à une salade de fruits et un verre de jus d'orange, avec la bande dessinée qu'il intègre sous la forme de Minnie, le pendant féminin du Mickey de Walt Disney, et une boîte de thon. Le décor du pop art est ainsi posé. Il faut cependant attendre 1952 et la création de l'Independent Group pour que les contours du pop art se définissent plus précisément. En 1952, plusieurs jeunes artistes, comme les peintres Richard Hamilton et Edoardo Paolozzi, les architectes Allison et Peter Smithson et le critique Lawrence Holloway, fondent à Londres The Independent Group, le groupe indépendant, qui a pour but de redistribuer les cartes de la culture contemporaine en bousculant la hiérarchie des genres.
À l'occasion de la première réunion de l'Independent Group, Eduardo Paolozzi présente un ensemble de collages de 1947-1949 intitulé Bunk. Bunk signifie en anglais foutaise. Le mot renvoie ici à une phrase de Henry Ford, le célèbre constructeur automobile américain. L'histoire est plus ou moins de la foutaise. Nous voulons vivre dans le présent. L'Independent Group défend ce présent résolument moderne lors d'une grande exposition en 1956 intitulée « This is Tomorrow », c'est demain. C'est durant cette exposition que l'artiste Richard Hamilton définit le pop art comme étant populaire, éphémère, consommable, bon marché, fabriqué en série, jeune, spirituel, érotique, fantaisiste, glamour, lucratif. L'une des œuvres les plus célèbres du pop anglais est encore un collage, ce qui souligne la filiation avec les mouvements dadaïstes et surréalistes de l'Independent Group. Il s'agit de l'œuvre de Richard Hamilton, « Just what is it that makes today's home so different, so appealing ?» Mais qu'est-ce qui rend les foyers d'aujourd'hui si différents, si attirants? De 1956. On y retrouve cinéma, bande dessinée, télévision, appareils ménagers, nourriture en conserve, mêlée à l'ambiance sexy qui aide si bien à vendre les innombrables produits de la société de consommation. Et jusqu'au mot pop, sur la sucette géante que tient le culturiste égaré au beau milieu de ce bric-à-brac. Le rôle des États-Unis dans le dénouement de la Seconde Guerre mondiale, ainsi qu'une langue commune, font que les sources et matériaux de ces artistes britanniques sont largement américains. La production artistique britannique est ainsi profondément liée aux nouveaux idéaux américains. Quelques personnalités, comme le critique d'art britannique Lawrence Holloway, ont sans doute eu un rôle de passeur entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Cependant, les artistes américains, déjà très imprégnés de la production en masse d'images de la société de consommation, n'ont pas eu besoin de connaître les œuvres britanniques pour se mettre eux aussi au pop. Lorsque la scène artistique new-yorkaise s'empare ainsi de thèmes pop en 1960, le pop art vit une deuxième naissance, bien plus importante, qui sera une véritable explosion.